Deuxième partie de l'épisode 4, qui sera consacrée à l'émergence de dynasties d'origine nord-africaine, notamment la dynastie des Sévères, mais également, et dans le même processus, la pénétration de plus en plus importante et la reconfiguration ethnique de populations post-Gétules au sein des territoires des Mauritanies tingitanes et césariennes, et également un petit peu en Afrique à l'est. Période d'importante romanisation des populations berbères et paradoxalement de développement du monde berbère au sein de l'Afrique romaine. Période symbolisée par cette dynastie des Sévères, où on a cette représentation sur les portraits officiels de cette première dynastie du genre, dynastie familiale, avec Septime Sévère, originaire de Tripolitaine, Ulia Domna, son épouse, originaire de la noblesse syrienne, et leurs deux fils, Geta et Caracalla, dont on a une représentation adulte sur cette statue à gauche. Une petite représentation toujours de processus ethnique, d'hybridation, de mélange entre les post-Gétules, les Banures, les Makenites, les Bakwats et bientôt les Bavars, qui se mélangent avec les populations ex-maures-maurusiennes de la Mauritanie tingitane, les Massaessiles de l'ancienne Numidie occidentale, de la Mauritanie césarienne, les Massiles numides. Cette pénétration des populations gétules avec notamment les Banures qui forment donc tous les groupes des Mahour, Mahoureb, etc. Militairement, l'Afrique du Nord est contrôlée par une seule légion, ce qui est surprenant par rapport au reste de l'espace romain. En Afrique du Nord, on a une seule légion, la Legio III Augusta, dont le quartier général se trouve à Lambèse, au pied de l'Aurès, près de la cité de Batna, et dont il reste un prétorium très impressionnant, très visible au bord de la nationale. Et juste à côté de l'antique colonie fondée par Trajan pour ses auxiliaires morts et numides, comme on a vu à l'épisode 4.1. Ces empereurs berbères dont il est question, c'est la dynastie des Sévères, avec notamment donc Septime Sévère à gauche, et son fils Caracalla à droite. Ils vont avoir non seulement une origine nord-africaine, mais une importance assez démesurée dans l'espace nord-africain. Septime Sévère est originaire de Leptis Magna, la principale cité et capitale de la Tripolitaine, dans la province d'Afrique, une cité d'origine libyque, libye-phénicienne, comme dirait Strabon, libyco-punique, comme deux berbères punicisés, et puis ensuite romanisés, comme en témoigne par exemple cette inscription au titre de suffète, la magistrature suprême du monde punique et hébraïque, les juges, les magistrats suprêmes, quand il n'y a pas des doumvirs sur le modèle romain, et la famille de Septime Sévère est une famille de suffètes, érigés au rang même de préfets des auxiliaires de Tripolitaine et qui au cours du IIe siècle se sont hissés dans l'ordre sénatorial. Donc c'est une promotion nouvelle d'une catégorie de population qui ne sont pas italiques et qui sont le premier exemple en fait de population non italique à se hisser à la magistrature suprême de tout l'Empire romain. Et c'est assez symbolique de cette dynastie où précisément sous Caracalla, le fils de Septime Sévère, l'ensemble des hommes libres de l'Empire romain vont être naturalisés, ou en tout cas c'est ce qu'on présume puisque le décret ou l'édit de Caracalla lui-même n'est pas connu. Lorsque les Sévères arrivent au pouvoir et qu'ils succèdent à la dynastie des Antonins, ils vont magnifier leur cité d'origine, Leptis Magna, où ils vont faire édifier une basilique monumentale, et une basilique impériale, ça n'a rien à voir avec une église chrétienne, même si le plan des églises chrétiennes est issu des basiliques impériales. Les basiliques impériales sont en fait des halles commerçantes et judiciaire au centre de la cité, en référence à Basileus le roi, donc la salle royale. À droite, je vous ai mis un détail d'un autre monument de Leptis Magna des Sévères, avec ses rinceaux de vigne extraordinaires qui sont en réalité sur le tétrapyle qui est au cœur de la cité, au croisement du Cardo, l'axe nord-sud, et du Decumanus, l'axe est-ouest. Tétrapyle dans un style donc typique de ce baroque, à la fin des Antonins et de l'époque des Sévères. Alors cette carte de l'Afrique du Nord qui permet de se représenter un petit peu la densité des cités entre un espace oriental relativement dense et relativement épais jusqu'au Limès qui est au niveau du désert, voire dans les régions très arides, et puis donc un espace qui se réduit progressivement à la partie méditerranéenne en Mauritanie césarienne et à la partie nord de la partie méditerranéenne en Mauritanie tingitane. Un espace qui est complètement séparé de la Mauritanie césarienne, complètement tourné vers l'Atlantique. Alors à l'époque des Antonins et des Sévères, on a une expansion
de l'autorité romaine dans des territoires qui, traditionnellement, sur les cartes, ne sont pas supposés être à l'intérieur du limès. On descend jusqu'à Radames, Idamus, mais on descend même jusque chez les Garamantes, dans le Fezzan, et dans tout l'arrière-pays de la Tripolitaine. Et puis toutes les populations, donc des Musulames et des postes gétules de cette région, sont également conquis jusqu'à Castellum d'Immidi. Mais on voit que cette pénétration se trouve en fait du côté oriental à nouveau, du côté où la présence romaine est épaisse et importante, mais pas du côté occidental, du côté proprement mort. On ne dépasse pas le nord de la bande méditerranéenne, on reste confiné dans les régions déjà romanisées depuis le 1er siècle avant notre ère. Et cette dissociation, cette distinction va devenir de plus en plus sensible progressivement. Alors il faut identifier justement l'ère des Sévères comme étant non seulement l'avènement de populations non italiques à la magistrature suprême de l'Empire romain, mais également l'avènement de structures familiales. Et c'est probablement l'épouse, Iulia Domna, de Septime Sévère, le véritable homme fort de cette famille, l'élément central de cette dynastie, qui va fonder cette structure. Jusqu'alors, les portraits officiels représentaient l'empereur, et éventuellement son co-empereur. Mais ici, on a une représentation familiale qui devient un modèle ensuite au IIIe siècle, où chaque empereur va tenter d'imposer sa famille dans l'héritage, mais aussi dans les représentations, ce qui tranche complètement avec la dynastie des Antonins jusqu'à la fin où, effectivement, Marc Aurèle va céder le pouvoir à son fils Commode. Cette magnification de la famille nucléaire se retrouve également sur les pièces de monnaie où on a par exemple au droit Septime Sévère, démontré sur une diapositive précédente, et au revers ici la représentation de cette famille à nouveau avec Iulia Domna au centre, entourée de ses deux fils Geta et Caracalla. Geta qui va subir une damnatio memoriae, donc l'élimination, la mémoire de son nom, ce qui est représenté sur ce portrait où son visage a été effacé. Iulia Domna, la personne centrale de cette séquence, de cette partie de l'Empire romain, de cette transition entre la dynastie des Antonins où les hommes se succédaient essentiellement pour leurs vertus et leurs compétences militaires et politiques, par des adoptions, parfois par des apparentements mais lointains, à cette structure centrale, familiale, tandis que Septime Sévère est issu d'une famille de magistrats dominant la cité de Leptis Magna. Iulia Domna, elle, est issue d'une famille de princes, de rois clés, rois de la cité de Homs en Syrie centrale. Du fait de leur alliance avec Pompée pendant la conquête de la Syrie, et après 150 ans de protectorat romain, après l'annexion à l'Empire romain en 72, se concentrent sur les fonctions sacerdotales qui continuent donc de diriger la cité de Homs en étant les prêtres du dieu Gabal ou Jabal. Et il se trouve que Domna est la mère par un précédent mariage d'un autre fils qui s'appelle Hélio Gabal, le soleil Jabal, donc un dieu solaire, le dieu solaire de Homs. Et donc elle va donner le nom du dieu qui est vénéré dans la cité et dont ils sont les grands prêtres à son fils. Et elle est aussi la tante de Sévère Alexandre, qui n'ont Sévère Alexandre et Héliogabal de rapport avec les Sévères et avec Septime Sévère que par Iulia Domna. Et cette rencontre improbable entre ces élites libyques romanisées et ces élites syriennes romanisées, qui quelque part succèdent avec la rencontre des Libyques avec les Phéniciens, des Numides avec les Puniques, et qui précèdent la rencontre des Berbères avec les Arabes à l'époque islamique. Alors le produit de cette union, Septime Sévère au centre, c'est Geta à gauche et Caracalla à droite. À l'époque de Caracalla, Volubilis est hissé au rang de colonia romaine et un grand nombre de cités vont acquérir soit effectivement le rang de colonia lorsqu'elles n'étaient que des municipes de droit romain, soit lorsqu'elles étaient des municipes pérégrins, le droit romain. Et il y a une multiplication des monuments en l'honneur de Caracalla en Afrique du Nord, qui, outre le fait qu'il était lui-même d'origine d'Afrique du Nord, montre un ancrage particulier dans cette région. Alors l'arc de Caracalla par excellence, c'est celui de Volubilis, qui trône au centre de la cité, et où sont représentés dans les deux médaillons qui encadrent la baie, Caracalla et sa mère, la tutrice réelle de toute cette dynastie des Sévères, Iulia Domna. Donc une dédicace qui insiste sur Caracalla, mais aussi sur Iulia Domna, qui vit. En termes de représentation géographique, c'est important de s'intéresser un petit peu à la Tabula Peutingeriana. Ce document est issu d'une copie médiévale faite sur un modèle qui, théoriquement, était une carte officielle au sol dans la cité romaine, probablement au IIIe siècle, qui représente, mais de manière complètement étendue d'est en ouest, une longue bande avec la Méditerranée au centre comme une simple rivière qui sépare l'Afrique de l'Europe et qui se termine à l'est sur le continent asiatique mais très réduit. La carte est elle-même déformée en anamorphose. Plus on se rapproche de la région de Carthage et de Rome et plus la carte est détaillée et plus on s'en éloigne et moins la carte est précise. La nature étendue d'est en ouest, comme cette disproportion entre les extrémités du monde et la zone centrale entre Carthage et Rome,
induit un certain nombre de problèmes de lecture, mais permettent également de se représenter un peu l'espace. Malheureusement pour nous, la première partie à l'ouest de la carte n'a pas été copiée au Moyen-Âge, donc il manque l'Espagne, la Mauritanie tingitane et l'ouest de la Mauritanie césarienne, donc tous les territoires qui précisément vont, à l'époque de la Tabula Poeting-Gueriana, devenir indépendants de l'Empire romain, vont devenir le territoire des morts par opposition au territoire des Romains. Et donc en fait la carte commence malheureusement pour l'Afrique du Nord à l'endroit où commence le diocèse d'Afrique tardo-antique. Donc on n'a même pas Alger, mais on a Tixirt, qui effectivement se retrouve donc de l'autre côté de la Méditerranée, en face de Toulouse. Ensuite, à la montagne de la Kabylie, la colonie de Sétif, qui sont en face de Narbonne, la métropole donc de la provincia romaine de Gaule. Et tout à l'est de cette petite partie, en fait, de l'Afrique du Nord, en face de la provincia romaine, on a la cité de Jamila. Jamila est aujourd'hui complètement isolée dans un écrin de campagne, mais était à l'époque une très grande cité, une colonie de droit romain. Il en reste également, comme à Volubilis, un arc de Caracalla, très impressionnant, un arc à une baie, mais dans un style différent. Caracalla va être assassiné à la fin de son règne sur ordre d'un chevalier, et qui est lui-même non seulement nord-africain, comme l'était Septime Sévère, mais en plus mauritanien, de Mauritanie césarienne, né à Césarée, allié d'un rang de chevalier, même pas sénateur, c'est le premier qui n'est pas issu de l'élite économique et politique de l'Empire romain, qui est issu de la classe juste inférieure. Macrin renverse Caracalla et est élu empereur, et lui aussi va tenter d'imposer sa famille, mais va être renversé à son tour en 218, avec une restauration des Sévères par la branche syrienne de Iulia Domna, des princes de Homs, avec Héliogabal et Sévère Alexandre. On continue donc justement vers l'est, on passe la Kabylie et Jamila, on arrive à Béjaïa, Bougie, Saldas Colonia, puis Gigel, où on voit bien la structure berbère, Igilgili, et qui sont en face, c'est assez amusant, de Marseille et de Fos-sur-Mer. Fréjus, on a le lac de Lausanne, et au sud, on a Lambès, qui n'est même pas représenté comme une cité, alors que c'est le quartier général de la Legio III Augusta, qui est donc près des Aurès, et qui semble très éloigné de Timgad, alors qu'il y a une vingtaine de kilomètres entre Lambèse et Timgad. Skikda, Roussikadi, dérive d'un terme punique, avec Rousse, le cap, et on est en face de Antibes, des Alpes-Maritimes. Un peu plus loin, donc on arrive à Constantine, la colonia de Kirta, Kirta Colonia, donc on est avant Constantin. Et là, on est juste en face de Gênes. Ensuite, l'île de Corse, l'île de Sardaigne. On continue vers l'est. Cette fois-ci, on a Pise, on passe de la Ligurie à la Toscane, l'Étrurie, et puis on arrive à Hippone Reggio, à Nava, Bonne, la cité d'Augustin. On se rapproche progressivement de l'Algérie et de la Tunisie, vous voyez comme c'est élongé. Donc là, on est en face de Bologne, qui est de l'autre côté évidemment des Apennins. Ici, El Kef, dans le nord-ouest de la Tunisie actuelle, Tébessa, à la frontière entre la Tunisie et l'Algérie actuelle, Gafsa, dans le sud-ouest, et Bizerte, qui est le cap le plus septentrional de la Tunisie, qui correspond ici à Ravenne, qui se trouve évidemment sur la mer Illyrique de l'autre côté. Alors, à Tébessa, Téveste, cette cité très importante entre la Tunisie et l'Algérie aujourd'hui, du côté algérien de la frontière, à l'époque entre la Numidie, la province de Numidie, restaurée au IIe siècle, et la province d'Afrique, qui va bientôt être scindée en Zeugitane, Byzacène et Tripolitaine. C'est Téveste qui a de nombreux monuments de l'époque des Sévères, et notamment la porte de Caracalla, d'un style architectural assez similaire à celui de l'arc de triomphe de Caracalla de Jamila, et notamment le temple de Minerve, dont les détails que vous pouvez admirer en haut à droite, le temple de Minerve qui a été préservé, comme la maison carrée de Nîmes, parce qu'il est devenu une église, et puis ensuite, en l'occurrence, une mosquée. Un petit point de détail, encore une fois, sur un autre site de cette Tunisie intérieure, le site de Maktar, Maktaris, avec un énorme tétrapile lui aussi très impressionnant, et aussi ce tombeau d'inspiration punique, un tombeau de tour à la limite nord de la cité, un petit peu au nord de Rome, et on n'est toujours pas à Rome, et du côté africain, tunisien, on arrive à la colonie d'Utique, colonie romaine fondée sur l'ancienne cité punique, elle-même la cité ancienne à Tirk, par opposition à Carthage, la nouvelle ville. Alors on passe un petit peu, on n'ira pas jusqu'à Carthage, on va sauter donc Carthage et on arrive jusqu'en Tripolitaine, avant les Ptis Magna, avant l'actuelle Tripoli, la première des trois villes, avec ce théâtre extrêmement impressionnant, lui aussi construit à l'époque des Sévères probablement, unique en son genre dans toute l'Afrique du Nord, avec notamment le Pulpitum, l'espace en dessous de la Seine, qui est décoré, notamment une représentation de la cité de Sabrata qui donne sa main à la cité de Roma, qui elle est en uniforme militaire et qui la tient ferme avec un sacrifice du taureau en l'honneur justement de cette alliance et de cette suggestion de Sabrata à l'égard de Rome. Avec l'effondrement de la dynastie des Sévères, après l'intermède de Macrin, la restauration des Sévères mais dans la branche syrienne, on a une séquence de 27 empereurs en 49 ans, soit
un empereur dure en moyenne 2 ans. Et pendant toute cette séquence, on a de récurrentes invasions des Bakouates et des Makkénites, donc qui viennent du Maroc central et méridional, de l'Algérie intérieure, et qui finissent à la fin du IIIe siècle par dominer l'ensemble de l'espace de la Mauritanie tingitane et de l'ouest de la Mauritanie césarienne. C'est ce qu'en tout cas nous dit l'itinéraire d'Antonin, à la fin du IIIe siècle, au début du IVe siècle. Les castrums romains ont été abandonnés, les grandes maisons de volubilis, souvent encore neuves, les mosaïques sont intactes, sont abandonnées subitement, soudainement la population s'en va, abandonnant même ces précieux bronzes qui font la gloire de la cité de Volubilis. Alors, juste avant donc, cette crise du IIIe siècle, la structuration, ce sont ces post-gétules, ces Makkénites, ces Bakouates, ces Bavars, ces Banours, ces Maziques, qui sont à l'intérieur, dans la partie méditerranéenne, mais aussi stépique et désertique, à l'ouest et au sud-ouest de l'espace maghrébin, par opposition donc à l'espace qui est concentré sur la région de la péninsule africaine, de la péninsule de Tunisie, au nord-est. Au cours du IIIe siècle, on a d'abord le retrait, à la fin des Sévères et au début de la crise du IIIe siècle, le retrait de tout l'espace libyque intérieur et de toutes les zones qui vont être progressivement intégrées au monde de ces post-gétules. La Phazanie, les Garamantes, Radamès, le sud de la Tripolitaine, les territoires des confins entre la Tunisie et l'Algérie actuelle vont être perdus et on va se replier sur le limès originel. On a les Bakouates et les Makkénites qu'on connaissait déjà dans les hôtels de la paix du IIe siècle, de l'époque de Marc Aurèle, ces confédérations, ces États du Maroc central et méridional, auxquels vont s'adjoindre les Bavars dans les années 230. En même temps, on a des indices que ces populations de l'extérieur du limès, ces populations donc post-gétules non romaines, se romanisent tout en envahissant l'espace romain. Notamment un traité qui est signé entre un procurateur de Septime Sévère, donc à la fin du IIe siècle, et Jules Assénus, qui a un nom de gens de famille d'inspiration romaine, et un cognomène, un surnom, berbère. Mais il est le fils d'un certain Ouretus qui, lui, n'a pas de nom de famille romain, ce qui indique une romanisation à ce moment, avec le titre de prince des Bakouates, de chef de l'entité politique qui contrôle le Maroc central. Avec les Bavars, ils vont faire de nombreux assauts dans les années 230, avec les Bavars, les Makkénites et les Bakouates, sur les deux Mauritanies. Et donc on a toute une nouvelle séquence d'hôtels de la paix qui sont construits à cette époque et qui témoignent de cette seconde phase d'agression après la phase qui est à la fin des Antonins. Alors ce qui va accélérer la catastrophe de la crise du IIIe siècle et notamment sur le front Gétule ou Moro-Gétule de plus en plus, ça va être un événement politique qui va propulser l'Afrique au cœur de l'Empire romain. Après la chute des Sévères, il y a un conflit entre Maximin le Thrace qui revendique le Principat, l'Empire, et le proconsul d'Afrique, Gordien, qui se révolte avec sa légion contre Maximin le Thrace, qui prend son fils en co-empereur, qui tente à son tour donc de créer une dynastie familiale, mais la Légion III à Augusta, donc la seule légion d'Afrique du Nord, extrêmement puissante, de Lambèse, marche sur Carthage, les renverse, les exécute, mais le fils de la fille de Gordien, Gordiana, est à Rome, et il est propulsé empereur par le Sénat, et il va régner pendant 6 ans, de 238 à 244, à Rome, sans rapport direct avec l'Afrique. Mais pour se venger et pour se prémunir, il va faire dissoudre la Légio III à Augusta, ce qui va précipiter les événements. Donc, quelques années plus tard, dans les années 250, on a la révolte des 5 gentes, des 5 nations, probablement de Kabylie, mais peut-être également des Aurès et d'autres régions, qui vont se coaliser avec d'autres populations qui sont en train de pénétrer la Mauritanie césarienne et même la Numidie. Les Bavars et les Fraxinenses qui sont probablement de la région d'Oran, ou installés dans la région d'Oran. Ce qui implique que les empereurs de cette période-là vont être obligés de reconstituer la Légio III à Augusta. En 262, les rebelles sont repoussés dans leurs montagnes. Mais le harcèlement de la province recommence dès les années 270, avec des traités qui sont signés en 270 en vue d'être éternels, mais qui en 280 nécessitent un renouvellement d'une paix et d'une alliance, avec de nouveaux hôtels de la paix, une 3e série d'hôtels de la paix, indice d'une 3e série d'offensives, Bakouates, Makkénites, Bavars, Bannures, etc. Et toujours ces indices de romanisation, ou de titres, à la romaine, un certain Jules Moufouzi, qu'on retrouve peut-être en 280 sous le nom de Jules Nufus, qui se dit être le fils de Jules Matif. Donc déjà son père lui-même arbore un titre romain, ce qui n'est pas surprenant, puisqu'il semble que ce soit une mode arrivée à l'époque des Sévères, à la fin du IIe siècle. Ensuite, il est remplacé par son frère, qui lui aussi s'appelle Jules, il a un nom de gens, Jules Mirzil, donc avec un cognomène, un surnom qui est son nom berbère, et cette fois-ci, en 280, avec le titre nouveau de Rex, de roi de la nation des Bakouates, et le titre de Rex, de roi, se retrouve un petit peu partout sur toutes les frontières, pour les nations germaniques par exemple. On a une nouvelle révolte sous la Tétrarchie, qui va être maté dans le sang, le pays va être détruit,
Et cette partie, donc, qui est la partie la plus à l'est de la Maurétanie césarienne, va être justement intégrée dans le diocèse d'Afrique de la réforme de la tétrarchie de Dioclétien et sous les Constantiniens, pendant que tout le reste de la Maurétanie, la Tingitane et l'ouest de la Césarienne, va être abandonné. Donc cette structuration, avec ces post-gétules qui, tout en se romanisant, s'installent ou envahissent le monde moro-romain, où un certain nombre de populations ne sont pas complètement romanisées encore au IIIe siècle, par opposition au monde afro-romain, où la romanisation est très avancée, où les post-gétules pénètrent beaucoup plus difficilement, et où les populations rurales, certes, sont encore probablement berbérophones, mais minoritaires. Et donc on va avoir cette confrontation et ces développements paradoxaux. Avec la réforme de la tétrarchie à la fin du IIIe siècle, on a les Maurétanies, cette fois-ci 3 provinces, la Tingitane, la Césarienne et la Sitifienne autour de Sétif, et puis la province d'Afrique qui va réintégrer la Numidie et distinguer la Tripolitaine, la Byzacène et la Zeugitane, proprement dit le territoire de Labour. On a pour ces listes de populations post-gétules qui envahissent ou qui s'installent progressivement en Maurétanie Tingitane, en Césarienne, territoires qui vont finalement être abandonnés entre Dioclétien et Constantin. La liste de Vérone, juste avant Constantin, au début du IVe siècle, où on nous dit qu'en Maurétanie, il y a, parmi ces morts, justement, les gétules sont désormais des morogétules, 5 nations, donc les 5 nations qui s'étaient révoltées, les 5 Genses, mais aussi les Masiques, les barbares, c'est-à-dire les Bavars, on l'a dit, les Bavars ou Babars qui sont déformés en barbares, et les Baquates. Le livre des générations, au milieu du IVe siècle, nous parle des Bavars, des morts, des gétules des Afri, donc en reprenant des terminologies anciennes, mais aussi des Baquates, des Massénas, des Masis, des Garamantes, etc. La cosmographie d'Honorius nous donne une liste extrêmement longue de peuples anciens et modernes, assez détaillée, insistant à nouveau sur les Bavars et les Baquates. Donc les Baquates essentiellement en Tingitane et les Bavars essentiellement en Oranie, dans la partie ouest et centrale de la Maurétanie césarienne. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il finit en disant « On dit que dans la région désertique, donc au sud, habite une très faible population, appelée Masis et Éthiopiens. » Comme s'il y avait déjà cette conscience que ces groupes Masis qu'on trouve à Lixos, qu'on trouve à Oran, qu'on trouve dans d'autres régions un peu partout, dans l'espace morogétule, avaient le point commun d'être désignés comme Masis par rapport aux populations éthiopiennes, aux probables Drawa. Finalement, Dioclétien forme 8 provinces dans la préfecture d'Afrique, moins une. Donc en réalité, 7 provinces. En réalité, la province de Tingitane fait partie du diocèse d'Espagne et de la préfecture des Gaules. Donc elle est complètement dissociée. Mais en réalité, l'itinéraire d'Antonin insiste bien. Ce sont les Baquates et les Makénites, donc les populations du Maroc central et méridional, qui contrôlent l'ensemble de la Maurétanie à ce moment-là, y compris la capitale de Tanger, à l'extrême nord. Seul Ceuta leur échappe et dépend réellement de l'Espagne, d'où l'intégration dans la préfecture des Gaules. Ce qui donne un petit peu cette représentation, une progression des morogétules, un mélange avec les populations maures locales relativement peu romanisées, et une suggestion des populations moro-romaines qui y restent, avec donc la dissolution de l'ancien limès et l'intégration de l'essentiel de la Tingitane et des 2 tiers de la Césarienne dans cet espace morogétule, post-gétule, qu'on va désormais désigner comme mort par opposition aux Romains qui vivent en Afrique, là où, par contre, les berbérophones sont minoritaires, eux aussi désignés à partir de ce moment-là comme morts, avec le reliquat, un tout petit bout de la Maurétanie césarienne et la Maurétanie sitifienne, comme partie d'un espace plus important, le diocèse d'Afrique puis l'exarcat d'Afrique. Et donc cette structuration définitive avec les morts qui dominent à l'ouest et les Romains qui dominent à l'est, avec une minorité berbère mort à l'intérieur de l'espace romain africain, du diocèse d'Afrique, et une minorité moro-romaine à l'intérieur de l'espace mort du nord-ouest. On a des morts en grande majorité et de petites enclaves romaines dans des états morts issus de ces populations post-gétules, d'un côté, et puis des moro-romains en césarienne et en sitifienne qui restent à l'intérieur du diocèse d'Afrique, et puis des afro-romains, pour l'essentiel romanisés à ce moment-là, avec des minorités, elles aussi considérées comme morts, désormais sur le fondement linguistique, dans les montagnes et